Oui, madame, on vous entend très bien. Oui, madame. On peut démarrer le cours. Oui, madame, bonjour. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on continue sur le système d'appréciation du personnel, ce qu'on a commencé à voir la séance précédente. Puis, on peut faire un corrigé rapide du QCM, du premier QCM que je vous avais transmis. D'accord? Bien. Alors, au niveau de l'appréciation du personnel, hein, l'appréciation du personnel, ou ce qu'on appelle aussi le système d'évaluation du personnel, hein, système d'évaluation ou d'appréciation du personnel, fait partie des pratiques de valorisation des ressources humaines. L'entreprise, quand on a dit, quand elle recrute des salariés, il faut qu'elle pense aussi au développement des compétences de ses salariés. Pour qu'elle puisse développer les compétences de ses salariés, elle doit mettre en place un ensemble de pratiques, c'est pour ça qu'on parle de valorisation, un ensemble de pratiques qui vont permettre de valoriser les ressources humaines de l'entreprise, dont l'entreprise a besoin pour pouvoir donc disposer à tout moment du personnel qualifié avec la motivation nécessaire pour réaliser les objectifs de l'organisation, les objectifs de l'entreprise, d'accord? Et la première pratique qui entre dans la valorisation du personnel, c'est d'abord, bien entendu, le système d'appréciation. Comment on peut savoir quelles sont les compétences à développer, comment on va récompenser les personnes les plus performantes, comment on va pouvoir organiser la gestion des carrières dans l'entreprise si on n'a pas un système qui permet d'évaluer les personnes dans l'entreprise. Donc, le système d'évaluation ou d'appréciation du personnel est important parce que c'est une procédure qui permet de réunir un ensemble d'informations qualitatives, mais on peut dire aussi même des informations quantitatives, hein, sur les ressources humaines de l'entreprise afin de prendre les décisions relatives à ses salariés, notamment en termes, comme je vous l'ai dit, de formation, de promotion et de rémunération. D'ailleurs, par rapport à la rémunération, on avait vu qu'il y avait une partie de la rémunération qui devait prendre en compte la rémunération de la performance. D'accord? Donc, cette partie variable du système de rémunération qui permet de prendre en compte les performances réalisées par les personnes dans leur poste. Ça rentre dans l'équité globale d'un système de rémunération parce qu'il faut, comme je vous l'avais dit quand on traitait du système de rémunération, il faut non seulement que ces systèmes puissent répondre au principe de à chacun selon sa qualification, selon son diplôme, mais aussi à chacun selon son mérite. Hein, et l'équité repose sur ces deux principes-là. Donc, pour pouvoir mettre en œuvre ces éléments-là, il faut qu'il y ait un système d'appréciation du personnel. Ce système d'appréciation, c'est le jugement, si vous voulez, rendu sur le travail réalisé, sur le travail et le comportement des salariés dans l'entreprise et qui permet, comme je vous l'ai dit, donc, de pouvoir mettre en place, quand il y a un écart entre les besoins de l'entreprise et les compétences du salarié, de mettre en œuvre des actions de formation, d'objectiver le système de rémunération et d'organiser la promotion. Mais c'est aussi un élément qui permet d'améliorer, le système d'évaluation est aussi un élément qui permet d'améliorer la communication hiérarchique, c'est-à-dire si vous voulez, entre les managers et leurs salariés et leurs collaborateurs. Pour créer un climat de travail plus favorable. D'accord?
Donc, ce sont les objectifs, si vous voulez, du système de rémunération, du système d'évaluation. Mais quand on parle d'évaluation, qu'est-ce qu'on évalue exactement, hein? Alors, il y a les éléments que l'on peut évaluer, il y a les éléments qui sont relatifs au poste. Est-ce que, quand on dit éléments relatifs au poste, est-ce qu'il y a conformité entre ce que l'individu réalise dans le poste et ce qui doit être réalisé dans le poste, adéquation entre, par exemple, la définition du poste telle qu'elle est définie par l'entreprise et le travail réalisé par la personne qui occupe le poste. Donc, on va voir est-ce qu'il y a adéquation ou pas, quelles sont les compétences requises par le poste et est-ce que ces compétences sont détenues par la personne qui occupe le poste. D'accord? S'il y a un écart entre les compétences requises et les compétences détenues par la personne, bon, ça veut dire qu'il y a des actions à mettre en œuvre. On va apprécier également aussi l'individu en tant que tel, c'est-à-dire les comportements, si vous voulez. Quels sont les points forts de l'individu au niveau de son poste? Quelles sont les qualités au niveau de son poste et dans l'organisation? Les qualités ou défauts et quel est le potentiel, c'est-à-dire quand on parle de potentiel, c'est-à-dire les compétences qu'il peut développer, hein, qu'il n'utilise peut-être pas actuellement dans le poste, mais qu'il peut développer par ailleurs dans l'organisation. Alors, déterminer le potentiel, ça permet de pouvoir organiser la gestion de carrière. Ce sont ceux qui ont un meilleur potentiel qui vont faire l'objet d'une gestion de carrière par la suite. Et enfin, aussi, par rapport à l'organisation, on va voir les résultats de l'individu, les résultats réalisés par l'individu dans son poste par rapport à ce qui est requis par l'entreprise. Est-ce que aussi la personne est intégrée dans l'organisation et est-ce qu'on partage les valeurs? Ça, c'est des exemples d'objets, ce qu'on appelle les objets de l'appréciation, c'est-à-dire quels sont les éléments qu'on va prendre en compte dans l'appréciation. D'accord? Donc, ça va dépendre de, bien entendu, des entreprises. Toutes les entreprises n'utilisent pas le même système, ou c'est-à-dire n'évaluent pas les mêmes éléments. Ça dépend de la culture de l'entreprise, de son système de valeurs, ça dépend de la taille de l'entreprise. Une grande entreprise n'a pas le même, une petite entreprise n'a pas les mêmes contraintes qu'une grande entreprise, ne serait-ce que par la taille de l'effectif. Les effectifs sont plus réduits et donc quand on est dans une grande entreprise, on doit formaliser les pratiques d'évaluation pour qu'elles soient les mêmes pour l'ensemble des salariés. L'équité, elle passe aussi par cela, assurer que tous les salariés vont être évalués de la même manière. C'est comme si je disais, moi en tant que professeur, est-ce que je dois évaluer chaque étudiant d'une manière différente ou je dois évaluer tous les étudiants qui suivent le cours selon les mêmes critères? Donc, pour qu'il y ait équité, il faut que tous les salariés puissent, tous les étudiants puissent être évalués selon les mêmes critères. C'est la même chose au niveau de l'entreprise. Donc, il faut définir les critères sur lesquels on va évaluer les personnes dans l'entreprise. Et comme j'ai dit, ça dépend des entreprises, ça dépend de la culture d'entreprise. Toutes les entreprises on va dire, n'évaluent pas de la même manière, ça veut dire. Et donc, on peut trouver différents types d'appréciation selon les entreprises.
différents types d'appréciation selon les objectifs que l'on donne à cette appréciation et la forme que va prendre cette appréciation. Donc là, vous voyez un tableau où il y a, on va dire, en gros, deux types d'appréciation que l'on va trouver dans les entreprises. Hein. Selon les entreprises, on va trouver soit ce qu'on appelle une appréciation qui est plus dans un sens de contrôle. Hein. L'objectif, c'est d'évaluer, de juger et de sanctionner si les résultats, par exemple, ne sont pas conformes à ce qui est attendu. Et c'est un type d'appréciation qui ne laisse pas de marge de manœuvre aux salariés. C'est-à-dire qu'il est objet de cette appréciation sans qu'il puisse donner son avis sur l'appréciation et sur le travail qu'il réalise. D'accord ? Donc, la forme en général qu'on a dans ce type d'appréciation, c'est ce qu'on appelle le système de notation, hein, de notation ou de classement. Le système de notation, c'est par exemple ce que l'on va trouver, c'est ce qu'on va trouver dans des organisations ou des entreprises qui sont de type très bureaucratique. C'est le système de notation, par exemple, c'est ce qu'on va trouver aussi dans des entreprises publiques ou dans des administrations. Système de notation, ça signifie qu'on note la personne sur les résultats passés. D'accord ? Selon les résultats que vous avez réalisés sur l'année, on va vous attribuer une note. Et sur la base de cette note-là, on va soit vous rémunérer plus, soit donner rémunérer la performance réalisée, ou on va au contraire vous sanctionner. Donc la sanction, ça peut être effectivement ne pas bénéficier de cette rémunération, si vous voulez, du rendement ou de la performance. Ça peut être aussi pour la promotion. Hein, si vous êtes bien noté, vous pouvez être promu, etc. Mais dans ce type d'appréciation, comme on dit, il y a des risques. Pourquoi ? Parce que si on prend l'exemple d'un service où il y a plusieurs salariés, le système de notation va dépendre un peu du manager et de la relation qu'il a avec les différents salariés. Et donc, il peut y avoir des risques, si vous voulez, d'inéquité. C'est-à-dire que tout le monde ne soit pas effectivement noté sur des critères objectifs. Hein. Ça peut être, par exemple, je connais bien la personne, je vais lui donner une bonne note. Je ne connais pas trop bien la personne, je vais, sans m'intéresser aux résultats, je vais lui donner une note moyenne, etc. Donc, ça peut donner lieu à une absence d'équité dans la notation. Donc, c'est le premier type, si vous voulez, d'appréciation que l'on peut trouver selon les entreprises. Le second type d'appréciation et que l'on va trouver essentiellement dans les grandes entreprises qui sont moins bureaucratiques, etc., c'est ce qu'on appelle l'appréciation développement. L'objectif, vous voyez que l'objectif, on est moins dans un objectif de sanction et d'évaluation que dans un objectif de compréhension pour pouvoir, de communication et de compréhension, c'est-à-dire c'est un moment, on va faire de l'appréciation, un moment où on va échanger avec le salarié pour pouvoir définir ce qui doit être fait, soit en termes de formation, soit en termes de résultats à atteindre, etc. D'accord ? Et donc, ce deuxième type d'appréciation implique
nécessairement le collaborateur. Donc, pour faire simple, le premier type d'appréciation, ce qu'on appelle l'appréciation contrôle, c'est, si vous voulez, le salarié n'a pas son mot à dire. Par exemple, si l'évaluation est annuelle, à la fin de l'année, on va lui donner une notation et sur la base de cette notation, il va recevoir une prime ou il va être promu, etc., sans que son avis ne lui soit demandé. Par contre, quand on est dans l'appréciation-développement, c'est un système d'appréciation qui repose non seulement sur une grille d'évaluation, c'est-à-dire sur des critères qui sont définis, mais aussi sur un entretien avec le salarié, où le salarié est impliqué, si vous voulez, dans cette démarche d'appréciation et donc peut faire ses propositions, peut lui-même, par exemple, dire quelles sont, à titre d'exemple, quelles sont les formations qu'il estime avoir besoin pour mieux tenir son poste, etc. Donc, est-ce que vous comprenez la différence qu'il y a? La première ne fait pas intervenir, le premier type d'appréciation ne fait pas intervenir le salarié et ce qu'il pense. Le deuxième type d'appréciation, qui est plus juste, plus équitable, fait intervenir le salarié dans la mesure où on va prendre aussi son avis et définir avec lui, prendre son avis et définir avec lui les résultats à venir, c'est-à-dire définir avec lui les objectifs, par exemple, de l'année suivante, voir avec lui les résultats de l'année écoulée, définir avec lui les résultats de l'année suivante, les objectifs pour l'année suivante, comment il peut les atteindre, prendre en compte ses aspirations et ses besoins, que ce soit en termes de formation ou en termes de mobilité ou de gestion de carrière, etc. Donc, est-ce que c'est clair? Donc, oui, madame. Bien. Alors, selon le type d'entreprise, on va trouver l'un ou l'autre type d'appréciation. Alors, quand on est dans des petites entreprises où il y a très peu de salariés, en général, comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'est le propriétaire dirigeant qui lui-même définit, c'est lui-même qui définit, qui apprécie ses salariés selon des critères qui peuvent être des critères subjectifs. Parce que quelqu'un qui vient toujours à l'heure, par exemple, c'est peut-être des critères de quelqu'un qui vient toujours à l'heure ou quelqu'un qui est très obéissant, etc., va être mieux récompensé qu'un autre. Ça dépend vraiment, on va dire que c'est, quand on est dans des petites entreprises, on n'a pas véritablement de système d'appréciation qui est organisé ou qui est formalisé. Ça reste vraiment quelque chose qui est fait de manière parfois subjective par le propriétaire dirigeant. OK? Donc, vous voyez que alors, bien entendu, la manière dont cette appréciation peut être faite, donc comme dit, quand on est dans l'appréciation contrôle, c'est essentiellement un système de notation qui est mis en place. Quand on est dans l'appréciation de développement, il y a plusieurs manières d'évaluer, comme je vous l'ai dit, en se basant sur une grille d'évaluation et sur l'entretien avec le salarié, mais on peut aussi faire ce qu'on appelle une appréciation à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on va demander aussi l'avis, parfois on va demander l'avis soit des autres salariés sur le salarié en question, soit l'avis des clients, par exemple si ce salarié est en contact avec des clients, etc., pour avoir on appelle 360 degrés, c'est-à-dire pour avoir une vue complète sur la personne et ses résultats dans l'entreprise.
Bien, alors pour ceux qui posent la question, est-ce que cette partie existe dans le polycopier? Oui, la partie appréciation du personnel existe dans le polycopier. Alors, s'il peut y avoir des différences entre le support que je projette et le polycopier, le fond reste le même. La différence, c'est que, sauf au niveau des diapos, je résume. Au niveau du polycopier, vous avez les choses de manière plus détaillée, mais c'est la même chose. D'accord? Donc, comme j'ai dit, selon les procédures, selon les types d'appréciation, on peut avoir, comme les entretiens annuels, on peut avoir qui vont permettre de définir quelles sont les priorités en matière d'amélioration des comportements au travail, comment on va évaluer les performances, comment on va développer les collaborateurs. Quand on dit développer les collaborateurs, c'est-à-dire quels sont par exemple, les formations à mettre en place pour développer les compétences de ces collaborateurs. Et puis, c'est comme j'ai dit, quand il y a un entretien, l'entretien, c'est aussi un moment de communication avec les supérieurs hiérarchiques. Et donc, c'est aussi un élément de motivation quand on peut avoir un entretien avec son supérieur hiérarchique et faire des propositions ou parler de ses aspirations ou de ses besoins. C'est compris? OK? Bien. Donc, pour le système d'appréciation, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est essentiel pour mettre en œuvre les autres pratiques comme la gestion de carrière, la politique de formation, etc. Comment je peux savoir quelles sont les formations ou si la personne a besoin de formation ou pas et quelles sont les formations dont elle va avoir besoin. Ce besoin, il doit être défini par rapport aux besoins du poste et par rapport à l'évaluation de la personne. Hein, par rapport à ce qui est demandé à la personne et ce qu'exige le poste comme compétence, quelles sont les formations que l'on doit mettre en place au profit de ces salariés pour qu'il y ait une meilleure adéquation entre la personne et son poste, c'est-à-dire pour qu'elle puisse bien tenir son poste, mais aussi pour, si on veut promouvoir cette personne, sur quelle base on va la promouvoir? Sur la base non seulement des résultats qu'elle réalise, mais aussi sur la base de son potentiel, c'est-à-dire des compétences qu'elle peut développer. Et même quand on va promouvoir une personne, il faut prévoir des formations. Quelles sont les formations dont elle va avoir besoin pour mieux occuper le poste pour lequel elle est destinée? Donc, on peut dire que le système d'évaluation, c'est un préalable, par exemple, à la mise en place d'une politique de formation dans l'entreprise. Comme c'est un préalable à la mise en œuvre du système de rémunération, comme c'est un préalable aussi à la mise en œuvre d'une gestion de carrière dans l'entreprise. Donc là, comme je vous l'ai dit, si vous le voulez, on peut passer à la correction du QCM que je vous avais donné. D'accord? On peut passer à la correction du QCM avant de revenir au cours. D'accord? Alors, est-ce que vous avez essayé de faire ce QCM? Vous avez essayé de faire ce QCM? D'accord. Alors, moi, je reprends les questions et vous me dites ce que vous avez répondu et on corrige par rapport à cela. Alors, la première question qui était du QCM, c'est l'organisation scientifique du travail, ce qu'on appelle l'OST, consiste à petit a, former des équipes autonomes et polyvalentes, organiser le travail sous forme de tâches simples, élémentaires et répétitives, c'est développer un mode de travail administré. Quelle est la réponse juste ici? B. Organisation Alors, oui,
C'est juste, mais aussi c'est B et C. C'est B et C. Développer un mode de travail administré, c'est-à-dire qui est bien défini, bien administré, c'est-à-dire où le salarié, en fait, n'a pas pratiquement pas à intervenir. Il doit exécuter ce qui a été défini. Donc, les réponses justes, c'est B et C. D'accord? Oui. Madame, s'il vous plaît, Oui, je vous écoute. le diapo. Alors, diapo, pourquoi diapo? Je suis en train de corriger avec vous le QCM. Le QCM, vous l'avez. D'accord, madame. D'accord? Donc, on corrige le QCM et on revient au diapo. La deuxième question, c'est l'apparition de la fonction RH dans les entreprises avec pour objectif, dans un premier temps, la gestion des carrières et des compétences, ou la gestion quantitative du personnel, ou la valorisation du capital humain. Quelle est la réponse juste? La gestion quantitative des personnes. Exactement, c'est bien ça. La gestion quantitative du personnel, c'est-à-dire qu'on était essentiellement dans l'administration du personnel, la gestion des effectifs, combien recruter, comment on va recruter, la rémunération, etc. Essentiellement les aspects de gestion administrative du personnel. Donc la réponse, c'est la réponse B. Troisième question. La fonction RH, durant la première étape de son évolution, est autonome et indépendante des autres fonctions de l'entreprise ou n'est pas présente de manière formalisée sur l'organigramme de l'entreprise ou alors est indissociable de la mission des dirigeants de l'entreprise. B ou C, madame. B ou C. B et C. C'est C. Oui. C. Pourquoi C? Pourquoi vous dites? Quand vous dites B et C, il faut que vous essayiez de dire pourquoi. Car madame, dans l'école classique, on a le personnel comme un robot. Seulement, il exécute les ordres. Oui, exactement. Mais donc, c'est B. Effectivement, c'est B. Elle n'est pas présente de manière formalisée sur l'organigramme. Et c'est aussi C parce que c'est, en fait, c'est le dirige. Ça relevait des dirigeants de l'entreprise. C'est eux qui décidaient qui recrutait, qui ne pas recruter, etc. Donc, c'est B et C. D'accord? Quatrième question. Pour l'école classique du management, la motivation des salariés est possible lorsqu'ils sont remerciés et félicités, lorsqu'ils sont autonomes et responsables, lorsqu'ils sont bien rémunérés. Madame, la réponse c'est bien rémunéré. Pourquoi vous dites ça? Parce que, madame, dans l'école classique, le source de motivation des salariés, c'est la rémunération. C'est la bonne rémunération. Oui. J'ai dit pour l'école classique du management, la motivation des salariés est possible lorsqu'ils sont remerciés et félicités, lorsqu'ils sont autonomes et responsables, lorsqu'ils sont bien rémunérés. La réponse, c'est C. Parce que effectivement, quand on dit l'école classique, c'est les taylorismes, c'est l'époque de l'organisation scientifique du travail. Et le principe de l'organisation scientifique du travail, c'est que les salariés, on va faciliter le travail des salariés pour qu'ils soient plus productifs. Et la seule motivation que les salariés ont, c'est la rémunération. Et donc, c'est l'époque où on a, par exemple, mis en place le système de la rémunération au rendement. Plus les personnes produisaient, plus elles pouvaient gagner plus. Donc, l'idée était que la seule motivation des salariés dans l'entreprise, c'était le salaire qu'ils recevaient en contrepartie. Donc, s'ils augmentent leur productivité,
ils augmentent leur salaire. Donc, la réponse, c'est effectivement la réponse C. Pour la 5e question, durant la première phase de l'évolution de la fonction RH, l'enjeu principal consiste à améliorer les conditions de travail et la situation sociale des salariés, accroître la productivité du travail en réduisant le coût salarial, améliorer l'employabilité des salariés. Productivité. Exactement. Alors, c'est bien. C'est B. C'est B. C'est accroître la productivité. On est toujours. La première phase, c'est ce qui correspond à la période, on va dire, de l'école classique du management. Hein? C'est ce que je venais de vous expliquer juste avant. Il fallait augmenter la productivité des salariés, hein, et en contrepartie, on allait les rémunérer plus en fonction de leur productivité parce qu'on partait du principe que la motivation des salariés, elle reposait sur la rémunération. Donc, on va les rémunérer en fonction de la productivité. Oui. 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 On parle, on parle dans la, non, on parle de la première phase de l'évolution de la fonction RH. La première phase de l'évolution de la fonction RH, c'est ce qui correspond au début du XXe siècle, à l'époque classique, je vous avais expliqué, c'est à l'époque du taylorisme, où l'individu était perçu plus comme un coût à réduire, d'accord? Et donc, il fallait à tout prix augmenter la productivité. On se préoccupait très peu des conditions de travail et de l'employabilité des salariés. Ça, c'est ce qui va venir après, d'accord? Mais durant la première phase, la principale préoccupation, c'était comment accroître la productivité et réduire les coûts salariaux. Mais par la suite, oui, effectivement, parce qu'il y a eu une évolution de l'environnement, une évolution des courants de management et qui ont montré que la motivation des salariés dans l'entreprise n'est pas uniquement une motivation matérielle, c'est-à-dire qui repose uniquement sur le salaire ou la rémunération, qu'il y a d'autres éléments qui vont motiver l'individu dans l'organisation, notamment c'est les travaux, si vous vous rappelez de votre cours de management, c'est les travaux de l'école de relations humaines et conduite par Elton Mayo, qui expliquait que l'individu a besoin de sentir qu'il fait partie d'un groupe, qu'il est, si vous voulez, qu'il est entendu, etc. Et donc, sa motivation n'est pas uniquement une motivation salariale dans l'entreprise. Il a besoin de sentir qu'il appartient à un groupe et qu'il est reconnu et, j'allais dire, apprécié. Et c'est ce qui va faire qu'il va adhérer, si vous voulez, c'est ce qui va le motiver et qui va faire qu'il va augmenter sa productivité. Donc, le courant des relations humaines vient un peu on va dire un peu en contradiction, si vous voulez, il vient un peu compléter ce qui avait été développé par l'école classique, notamment par le taylorisme. OK? Donc, durant cette première phase, la principale préoccupation, c'est accroître la productivité. Donc, la réponse juste ici, c'est B. OK? Donc, 6e question. Durant la période actuelle, et vous voyez que là, on est la fonction RH telle qu'elle est perçue maintenant. D'accord? Durant la période actuelle, la fonction RH gère uniquement le long terme, le long et le moyen terme, le long, le moyen et le court terme. C. Madame, C. C'est C. Oui, c'est C.
C'est effectivement, et ça, c'est ce qu'on a vu, tout au début de ce cours, et on a dit que la gestion des ressources humaines, la fonction ressources humaines doit se préoccuper non seulement de la gestion à court terme, hein, l'adéquation permanente des besoins et des ressources, l'adéquation permanente, c'est-à-dire, si vous voulez, au jour, le jour, etc. Mais elle ne peut pas se contenter que du court terme, elle doit aussi anticiper sur le moyen et le long terme pour qu'il y ait la meilleure adéquation possible entre les projets futurs, si vous voulez, ou la stratégie de l'entreprise et les besoins prévisibles en ressources humaines que cela suppose. Donc, effectivement, c'est le long, moyen et court terme. Alors, 7e question. La fonction RH occupe aujourd'hui une place stratégique dans la gestion des entreprises, transversale dans l'organisation des entreprises ou logistique dans la gestion des entreprises. A. A et Alors, B. Non, c'est juste A. stratégique. Alors, c'est oui, effectivement, c'est le A, mais pas pour toutes les entreprises. OK? Donc, effectivement, de manière générale, on dit que elle est stratégique, elle devient une fonction stratégique dans l'organisation, mais on peut aussi la considérer comme une fonction transversale. Donc là, la réponse, elle peut être A et B. Stratégique dans la gestion des entreprises, c'est pour ça qu'on commence à parler de gestion stratégique des ressources humaines. D'accord? Transversale, pourquoi? Parce que toutes les autres fonctions de l'entreprise sont concernées par la gestion des ressources humaines. Transversale, c'est-à-dire qu'on va la retrouver dans toutes les autres fonctions dans l'entreprise. Par exemple, dans la fonction marketing, la fonction marketing, elle ne peut réaliser ses résultats que si elle peut compter sur des ressources humaines qui sont à même de lui permettre de réaliser ses résultats, etc. Donc, la réponse, c'est donc A, c'est A, stratégique, et B, transversal. Alors, 8e question. La GRH est une fonction managériale qui se définit comme étant l'ensemble des métiers permettant d'encadrer le personnel de l'entreprise, l'ensemble des pratiques permettant la conciliation des objectifs de l'entreprise avec ceux des ressources humaines, une pratique administrative et disciplinaire pour piloter le personnel. A et B. A et B, exact. A et B. Pratique administrative, ce n'est que le cadre de référence. D'accord? Je vous dis, l'administration du personnel, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. La gestion des ressources humaines dépasse ce niveau administratif et englobe plus l'ensemble des pratiques qui permettent la conciliation des objectifs de l'entreprise avec ceux de ses ressources humaines. Et c'est aussi, donc, si vous voulez, l'ensemble des métiers qui permettent d'encadrer le personnel dans l'entreprise. Le concept de capital humain reflète… Pardon? Le concept de capital humain reflète un symbole de développement de la fonction RH vers des préoccupations stratégiques, un symbole de développement de la logique scientifique ou un symbole de taille pour les entreprises de grande dimension. Vous avez dit A. Oui, C'est madame. c'est A. C'est A. Parce qu'on parle de plus en plus de capital humain, ok?
Et d'ailleurs, même au niveau de certaines entreprises, on va plus retrouver une direction des ressources humaines, mais on va trouver une direction du capital humain. C'est pour mieux refléter j'allais dire, l'importance que l'on accorde aux ressources humaines de l'entreprise. On va les considérer comme un capital, un capital humain de l'entreprise à développer. D'accord? C'est plutôt un indicateur qualitatif. Si vous voulez, c'est un indicateur qualitatif, mais c'est surtout, quand on parle de capital humain, ça veut dire qu'on va considérer les ressources humaines comme étant un capital de l'entreprise, un capital qui devient, si vous voulez, stratégique pour l'entreprise. Et on parle de capital humain. C'est pour ça que je vous dis, et on va retrouver cela surtout dans les grandes entreprises. Vous voyez, dans les grandes entreprises qui, par exemple, dans les multinationales, dans les très grandes entreprises qui sont dans des secteurs, on va dire, assez développés, où la notion de capital humain, on va commencer plus à parler de capital humain que de ressources humaines, pour dire que les ressources humaines, c'est un capital pour l'entreprise dans lequel il faut investir, et quand on dit un capital, on attend un retour sur investissement. Et on va retrouver cela surtout dans les grandes entreprises. OK? Alors, donc on a dit ici, c'est le A. Alors, la question 10, s'intéresser à la qualification. Madame. Oui. S'il vous plaît, j'ai pas compris la question. La 8e question. La 8e? Oui. 8, la GRH est une fonction managériale. Il y a dit la 8 que vous n'avez pas compris? Vous parlez de la 8 ou de la 9? Oui. La GRH, c'est une fonction. La GRH est une fonction managériale qui se définit comme étant l'ensemble des pratiques qui permet de concilier. C'est-à-dire, quelle est la question? En fait, c'est est-ce que, en tant que fonction dans l'entreprise, comment on peut définir la gestion des ressources humaines? Donc, la gestion des ressources humaines comme fonction dans l'entreprise, c'est gérer ou mettre en œuvre l'ensemble des pratiques. Et les pratiques, c'est ce qu'on a vu. La gestion de l'emploi, le recrutement, la valorisation des ressources humaines, la gestion des rémunérations, c'est l'ensemble des pratiques. Toutes ces pratiques-là, qu'est-ce qu'elles visent? À répondre aux objectifs de l'entreprise, tout en tenant compte des objectifs ou des intérêts, si vous voulez, des ressources humaines. Et pourquoi on parle de fonction managériale? C'est-à-dire qu'elle va manager, elle va gérer les pratiques qui ont pour objectif de rendre compatibles les objectifs de l'entreprise avec les objectifs de ses ressources humaines ou de ses salariés. Mais on peut la définir aussi comme l'ensemble des métiers qui permettent d'encadrer le personnel, l'ensemble des métiers. Pourquoi? Parce que dans la fonction RH, on va trouver plusieurs métiers. Par exemple, vous avez le responsable, si on prend une grande entreprise, vous allez avoir plusieurs métiers qui relèvent de cette, et vous l'avez sur votre support de cours, plusieurs métiers qui relèvent de cette fonction. Par exemple, la formation peut avoir un responsable formation. Son rôle, c'est de définir la formation qui doit être mise en place pour les salariés de l'entreprise. Vous pouvez avoir un responsable recrutement. Son objectif, c'est quoi? C'est mettre en œuvre la politique de recrutement qui va permettre à l'entreprise de se doter des ressources nécessaires dont elle a besoin, etc. Tout cela sous la direction d'une
d'une direction des ressources humaines ou d'une direction du capital humain. C'est clair maintenant? Oui, madame. Administrative et discipline. Pratique administrative et disciplinaire, on a dit non. Pourquoi? Parce qu'on a dit ça, c'est le cadre nécessaire. Et la gestion des ressources humaines, elle doit dépasser cela. D'accord? Elle ne se limite pas uniquement à l'aspect administratif. Donc, la 9e question, on l'a vu. Donc, la 10, s'intéresser à la qualification. S'intéresser à la qualification, la formation et la motivation du personnel relève des tâches administratives de la fonction RH, des tâches de la gestion des carrières ou de la gestion quantitative de ressources humaines. Gestion des carrières. La gestion de carrière. C'est donc la B. C'est B, effectivement. C'est la gestion des carrières. Alors, pour la 11, la fonction RH est une fonction dont l'évolution peut être qualifiée comme étant dynamique. Oui. On a dit qu'il s'agit de la gestion de carrière parce que ça concerne le salarié, la motivation et la formation. Et la qualification, pourquoi on va former, qualifier, motiver quelqu'un? C'est ce qui entre dans la valorisation des ressources humaines. Et dans la valorisation de ressources humaines, je vous ai parlé de ces éléments-là. D'accord? D'accord, madame. Alors, la 11. La fonction RH est une fonction dont l'évolution peut être qualifiée comme étant dynamique ou statique, ou dictée par les contraintes internes et externes de l'entreprise. Dynamique et dictée par les contraintes. Alors, interne et externe. Effectivement, c'est juste, c'est A et C. Oui. Elle est dynamique parce qu'elle continue toujours d'évoluer. Hein. C'est une fonction qui a évolué, parmi toutes les fonctions de l'entreprise, c'est la fonction qui a le plus évolué. Alors, elle continue d'évoluer. Alors, ne serait-ce que maintenant, avec toute la digitalisation, etc., il y a une évolution de la fonction RH. Maintenant, ne serait-ce si on prend que le cadre de ce que l'on vit actuellement, l'épidémie. Hein? L'épidémie, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a changé au niveau de la fonction RH? C'est qu'avec le développement du télétravail, les managers doivent piloter leurs ressources humaines à distance. Vous voyez? Donc c'est une fonction qui a le plus fortement évolué et qui continue d'évoluer. Alors, elle est dictée par les contraintes internes et externes de l'entreprise. C'est les questions, c'est les éléments qu'on vient de voir. Les contraintes externes, je viens de vous donner un exemple. La digitalisation, je viens de vous donner un exemple. Le cas du changement que l'on connaît actuellement ne serait-ce qu'avec l'épidémie qui change la relation de travail parce qu'on est beaucoup en télétravail. La preuve, regardez, je ne vous ai pas vu une seule fois depuis le début du semestre. On fait tout à distance. Vous voyez, ça change la relation qu'il y a entre le professeur et ses étudiants. Eh bien, c'est la même chose pour l'entreprise. Comment on va faire pour tenir compte de cela? Comment on va manager, comment on va évaluer ces ressources à distance? Et les contraintes internes, c'est peut-être des contraintes internes liées à l'entreprise. Donc, c'est A et C. Alors, la 12, la place et l'importance de la fonction RH dans les entreprises peut varier en fonction de la taille et la forme de l'entreprise, du niveau de développement de l'économie, des lois et des règlements de travail. Quelle est la réponse juste? La première, la taille? Oui. En fait, c'est la première réponse, effectivement, mais c'est aussi la deuxième. C'est A, B.
C'est A et B. Et à la limite, même si on ajoute C, ça peut être juste. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Concernant la taille, on a déjà expliqué. B, niveau de développement de l'économie. Alors, vous voyez que dans certaines, la gestion des ressources humaines dans les pays très développés, elle est différente, elle est quelque peu différente de la gestion des ressources humaines que l'on peut trouver dans les pays moins développés. Ne serait-ce que, je vais donner un exemple, où est-ce qu'on va trouver une fonction RH plus développée? On va la trouver essentiellement dans les grandes entreprises multinationales qui sont celles des pays développés. Par contre, dans les économies, par exemple, comme la nôtre, on va avoir une fonction qui est contrastée selon les… Pourquoi? Parce qu'on a une économie qui repose essentiellement sur de petites entreprises où la gestion des ressources humaines n'est pas développée. D'accord? Les lois et les règlements de travail. Alors, les lois et règlements de travail, alors, il y a des pays, par exemple, où effectivement, les lois relatives au travail sont beaucoup plus strictes et donc obligent les entreprises à mettre en place des pratiques. Alors que dans d'autres pays, les lois ne sont pas aussi strictes. Je vais donner un exemple. Par exemple, les grandes entreprises multinationales parfois vont faire le travail, vont faire le travail dans des pays sous-développés. Pourquoi? Parce que le coût du travail est moins élevé, parce que les conditions de travail sont moins encadrées que dans les pays développés. Vous voyez? Donc, les trois réponses pourraient être justes. D'accord? C'est compris? Bien, on poursuit. La gestion des ressources humaines est donc une variable d'ajustement, une variable stratégique, une variable privilégiant la réaction plutôt que l'anticipation. C'est B. Si on prend la gestion des ressources humaines dans sa forme actuelle, développée, de gestion stratégique, on va dire que c'est une variable stratégique. Donc, c'est B. Et c'est une variable, pourquoi ce n'est pas C? Parce que ce qu'on va demander à la GRH, c'est d'anticiper. Donc, la réponse juste à ce niveau-là, c'est le B. Et pourquoi pas la réponse A? Pourquoi pas variable d'ajustement? Parce que ça veut dire que, vous savez ce que c'est qu'une variable d'ajustement? C'est-à-dire qu'on va prendre les décisions sans tenir compte des ressources humaines nécessaires. Or, comme on l'a vu dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, on tient compte, il faut tenir compte aussi de ces ressources humaines pour voir quelles sont, en fonction de ses besoins, pour voir quels sont les ajustements que l'on doit faire. D'accord? Donc, ce n'est pas une variable d'ajustement. Quand on dit une variable d'ajustement, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont on va tenir compte après coup. Variable stratégique, ça veut dire que c'est quelque chose dont on tient compte dès le départ. Et donc, quand on est dans une gestion qui est véritablement une gestion stratégique des ressources humaines, la gestion des ressources humaines devient une variable stratégique et non pas une variable d'ajustement. D'accord? Donc, à ce niveau-là, c'est… Alors, 14, laquelle de ces activités peut être considérée comme… Oui. Est-ce qu'on peut considérer la GRH comme une fonction d'ajustement? Ça veut dire d'ajuster entre les ressources humaines. Non, pas dans ce sens-là. Pas une fonction d'ajustement. On dit son objet. Sa finalité, c'est quoi? C'est de rechercher la meilleure adéquation entre les besoins et les ressources. Mais ici, quand je parle de variable d'ajustement, variable, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de la gestion des ressources, on ne tient pas compte de la gestion des ressources humaines
au moment de la formulation, par exemple, de la stratégie de l'entreprise, au moment de prendre des décisions dans l'entreprise. Quand elle devient une variable stratégique, c'est-à-dire qu'on va l'inclure dans la stratégie globale de l'entreprise. C'est compris? Oui, madame. Bien. Alors, laquelle de ces activités peut être considérée comme la plus ancienne de la fonction RH? Ça, c'est facile. L'administration de personnel. C'est l'administration. Le A. Ouais. Et enfin, la gestion des ressources humaines doit être pratiquée uniquement dans les grandes entreprises structurées, uniquement dans les entreprises dont l'effectif dépasse 100 salariés ou dans toutes les entreprises. Toutes les entreprises. Toutes les entreprises ont intérêt à mettre en œuvre une gestion des ressources humaines qui va leur permettre d'être performantes. D'accord? De développer. Parce qu'on a dit la finalité de la gestion des ressources humaines, c'est la performance de l'entreprise. Donc, plus une entreprise prend en compte, met en œuvre une gestion des ressources humaines, plus une gestion des ressources humaines efficace, bien entendu. Plus une entreprise met en œuvre une gestion des ressources humaines efficace, plus elle peut améliorer ses performances. Voilà donc pour ce QCM. Donc, vous avez compris un petit peu le fonctionnement. Vous devez toujours faire attention, dans un QCM, vous devez toujours faire attention à la formulation, comment la phrase est formulée pour pouvoir bien y répondre. D'accord? Donc, là, c'était un QCM assez général sur la première partie que l'on a vue au niveau du cours. Je vous enverrai, comme je vous l'avais dit, 2 autres QCM sur lesquels vous pouvez donc vous entraîner. D'accord? Oui. Alors, 14, même si je ne vous donne pas la réponse, vous devez la connaître. Pour la réponse 14, c'est le A, c'est la plus ancienne. La forme sous laquelle est apparue la fonction RH au départ, c'est celle de l'administration du personnel. Donc, on peut considérer comme étant la plus ancienne fonction, la plus ancienne activité de la fonction RH. C'est le A. Pour la 15, la gestion de ressources humaines, elle ne concerne pas uniquement les grandes entreprises ou les entreprises qui dépassent les 100 salariés. Toutes les entreprises sont concernées par la gestion des ressources humaines. Et plus les entreprises prennent conscience de l'importance de la gestion des ressources humaines, plus elles mettent en place une gestion des ressources humaines efficace, et plus elles peuvent augmenter leur performance. D'accord? C'est compris? Donc, je vous ai dit? Oui, madame. Alors, je vous ai dit que je vous enverrai 2 autres QCM sur lesquels vous pouvez vous entraîner concernant les autres parties du cours que l'on a vu. D'accord, madame, merci. Madame, vous va être QCM. Pardon, je n'ai pas entendu. Merci, madame. Bien. Est-ce qu'il sera un QCM sous forme de QCM? Je vous envoie 2 autres QCM. Madame, il a demandé est-ce que l'examen sera en forme de QCM? Sincèrement, je ne sais pas encore parce qu'on ne sait pas encore si l'examen sera en présentiel ou à distance. D'accord, merci. Si l'examen est à distance, très certainement, ça sera un QCM. Oh, très certainement, on verra. D'accord, merci. D'accord? Bien, on peut poursuivre? Donc, on a dit, on est toujours dans la valorisation des ressources humaines et on a dit, parmi les autres pratiques qui relèvent de cette valorisation des ressources humaines, il y a ce qu'on peut appeler la politique de formation ou les pratiques de formation que l'entreprise va mettre en œuvre pour, toujours dans cette optique d'adéquation de ses compétences, des compétences détenues par ses salariés avec les compétences dont elle a besoin. Et donc,
la formation, elle se présente, du moins pour les entreprises qui en ont conscience. C'est un investissement, elle est considérée comme un investissement stratégique pour l'entreprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire investissement stratégique pour l'entreprise? Ça veut dire que l'entreprise qui va investir dans la formation de ses salariés, ben, elle va pouvoir en tirer un avantage stratégique par rapport à d'autres entreprises. Pourquoi? Parce qu'elle augmente, à travers la formation, l'entreprise augmente, si vous voulez, la valeur de son capital humain. D'accord? Et c'est aussi par la formation qu'elle va aussi, si vous voulez, c'est une condition de l'amélioration de la qualité du travail, hein, bien entendu, parce que si vous formez les personnes, vous les rendez plus qualifiées, vous améliorez, bien entendu, la qualité du travail. Et donc, qu'est-ce que l'entreprise recherche à travers la formation quand elle va former ses salariés? Elle va chercher, on va dire, d'abord à développer les compétences, c'est-à-dire développer les compétences, celles qui sont immédiatement nécessaires. Hein? Et je reviens à l'évaluation, le système d'évaluation. Quand on évalue une personne, on va voir, par exemple, l'écart qui peut exister entre les compétences de la personne et les compétences qui sont nécessaires pour le poste. Cet écart, parfois, il peut être comblé par la formation pour qu'il y ait une meilleure adéquation entre les compétences de la personne et les compétences qui sont nécessaires pour le poste. Donc, ça permet d'adapter la personne à son poste, donc assurer les compétences qui sont immédiatement nécessaires. Mais aussi, à travers la formation, on va préparer, hein, l'entreprise va préparer les compétences futures dont elle va avoir besoin. Par exemple, en fonction de son plan de développement, l'entreprise qui cherche à se développer dans de nouveaux métiers ou qui cherche à développer de nouveaux procédés de fabrication, etc. Elle a besoin, avant d'investir dans les machines, par exemple, ben, elle doit savoir quelles sont les compétences qui vont être nécessaires pour les compétences nécessaires pour faire fonctionner ces machines plus sophistiquées ou pour concevoir de nouveaux produits. C'est à travers la formation qu'on peut développer, par exemple, la recherche et développement dans l'entreprise. La recherche et développement qui va permettre d'avoir des innovations et qui vont permettre d'avoir un avantage compétitif par rapport aux autres entreprises. Donc, la formation va permettre non seulement d'assurer les compétences qui sont immédiatement nécessaires, mais préparer les compétences futures en fonction des besoins de l'entreprise et en fonction des contraintes de son environnement. D'accord? L'entreprise, si elle ne tient pas compte des contraintes de son environnement pour s'adapter, ben, elle risque de disparaître. Donc, elle doit anticiper ces changements de l'environnement pour mieux s'y préparer. On a pris l'exemple de l'évolution technologique. Si l'entreprise n'anticipe pas cette évolution technologique et prépare ses salariés à cette évolution technologique, eh ben, elle est très vite dépassée par d'autres entreprises qui, elles, ont anticipé cette évolution technologique. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle un enjeu culturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à travers la formation qu'on va développer une culture d'entreprise. Une culture d'entreprise, c'est-à-dire des valeurs communes à tous les salariés de l'entreprise qui permet que les salariés, en fait, se sentent comme faisant partie, hein, qui partagent, si vous voulez, les mêmes valeurs, hein, et font partie d'un même ensemble. Donc, c'est important pour développer la même culture d'entreprise. Je vais vous donner un exemple. Vous avez des entreprises comme
ça, vous pouvez voir, ne serait-ce que sur Internet, vous voyez un petit peu des entreprises comme Yahoo ou comme Google, etc., qui ont une culture d'entreprise très forte et comment les personnes sont fières d'appartenir à ces entreprises-là. D'accord? C'est parce qu'on dit que ces entreprises ont une culture d'entreprise très forte. D'accord? Et qui fait que les gens veulent venir y travailler ou veulent y rester. Ben, la formation, elle contribue aussi à cela. Et le troisième enjeu, c'est la flexibilité. La flexibilité, elle est très importante pour l'entreprise. La flexibilité, c'est-à-dire sa capacité à s'adapter. Comment l'entreprise peut s'adapter au changement de son environnement si elle ne développe pas cette capacité d'adaptation de ses salariés? Comment elle va développer cette capacité d'adaptation de ses salariés? C'est par la formation. Donc, vous voyez que la formation répond à beaucoup d'enjeux dans l'entreprise quand elle est considérée comme un investissement stratégique. Si on la considère comme un coût, on considère comme un coût, ben, elle ne va pas remplir, elle ne va pas, j'allais dire, répondre à ces différents enjeux. Ça ne va pas intéresser les salariés, d'accord? Donc, pour l'entreprise, il faut qu'elle conçoive la formation comme un investissement stratégique qui va lui permettre de développer un avantage compétitif. Mais c'est aussi un élément de motivation des salariés. Hein? C'est un élément de motivation des salariés parce qu'à travers la formation, ben, le salarié, sans qu'il développe ses compétences, sans qu'il partage, si vous voulez, qu'il va partager la même culture d'entreprise, si vous voulez, et il sera plus motivé à rester dans l'entreprise. D'accord? Certains dirigeants d'entreprise ne veulent pas parfois assurer la formation de leurs salariés parce qu'ils pensent que s'ils forment leurs salariés, ces salariés qui vont devenir plus qualifiés vont quitter l'entreprise. Vous voyez? Or, ce n'est pas toujours vrai. Parce qu'une entreprise qui ne développe pas les compétences de ses salariés, à un moment ou à un autre, elle va se retrouver dépassée. Donc, la formation, c'est un élément qui participe à cette valorisation des ressources humaines qui est nécessaire pour l'entreprise pour rester compétitif. Alors, quand on parle de formation dans l'entreprise, alors, comment se traduit, si vous voulez, cette politique de formation dans l'entreprise? Alors, la politique de formation, alors pour mettre en œuvre une politique, pour mettre en place une politique de formation dans l'entreprise va élaborer ce qu'on appelle un plan de formation qui doit prendre en compte les besoins de l'entreprise et les choix qu'elle va faire, parce qu'il y a différents arbitrages qu'elle doit faire pour décider en fonction des besoins et de ces différentes contraintes, quelles sont les formations qu'elle doit mettre en œuvre au profit de ses salariés. Donc, en général, donc il y a 2 étapes, si vous voulez, dans la mise en œuvre de la politique de formation dans l'entreprise. La première étape, bien entendu, c'est l'analyse des besoins. Quels sont nos besoins en formation?
si on veut vraiment faire de la formation investissement stratégique, il faut bien définir ses besoins. Bien définir ses besoins, ben ça prend en compte quoi? Cette définition des besoins. Pardon. Ça prend en compte ce dont je vous ai parlé, l'analyse de l'évolution économique et technologique, qu'est-ce qui change en fait dans l'environnement, hein, et qui permet d'identifier les compétences qui vont être nécessaires à court, moyen terme pour le développement de l'entreprise. Et donc, l'entreprise doit identifier quelles sont la cible des métiers, par exemple les métiers de demain. Hein. Pour ces métiers-là, quelles compétences on doit avoir pour assurer ces métiers-là. C'est un peu ce qu'on a vu au niveau de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On tient compte des évolutions, en fait, de l'environnement. Ces évolutions de l'environnement vont avoir un impact sur les métiers de l'entreprise et sur les compétences qui sont nécessaires pour assurer ces métiers dans l'entreprise. Et c'est comme ça que l'entreprise va définir quelles sont les compétences qui vont être nécessaires en termes de savoir-faire, c'est-à-dire technicité, expérience, etc. Aussi de savoir-être. Savoir-être, c'est tout ce qui est lié aux qualités, ce qu'on peut dire les qualités personnelles, la capacité de communication, de décision, de direction, etc. Parce que on peut être un très bon, être d'un très bon niveau technique, mais si on n'a pas non plus la capacité à communiquer, etc., peut-être qu'on ne va pas bien tenir son poste. Donc, ce sont aussi des éléments qui doivent être pris en compte. Et enfin, le savoir, ce qu'on appelle le savoir évoluer. Savoir évoluer, c'est la capacité d'adaptation, la mobilité, l'aptitude à être formé. C'est savoir évoluer, c'est le potentiel. On prend en compte le potentiel de la personne pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme formation qui permette de transformer ce potentiel en compétences qui vont être mises au service de l'organisation. Parce que si on développe les compétences des personnes, il faut que ces compétences puissent être mises au service de l'entreprise. C'est clair? Bien. Donc, on a dit une analyse de l'évolution économique, mais aussi la prise en compte des attentes du personnel et l'entretien d'évaluation, c'est un moment où qui peut servir à prendre en compte les attentes du personnel. C'est-à-dire au moment des entretiens d'évaluation, on peut recueillir quelles sont les attentes des salariés en matière de formation. D'accord? Et puis, aussi, on peut analyser les besoins à partir de la situation actuelle des compétences. Quand on dit la situation actuelle des compétences, c'est-à-dire quelles sont les compétences détenues, quelles sont les compétences réellement détenues par les salariés. Et compétences détenues par les salariés à travers le système d'évaluation, mais aussi qu'on peut compléter par une analyse à travers ce qu'on appelle les indicateurs de dysfonctionnement. Par exemple, quand l'entreprise a un turnover très élevé, quand elle a beaucoup d'absentéisme, quand elle a des accidents de travail qui sont trop importants, ça peut être lié à un manque de formation des salariés. Hein? S'il y a beaucoup d'accidents de travail, peut-être que les consignes de sécurité ne sont pas suffisamment intégrées par les salariés. Peut-être que les salariés ignorent certains gestes de sécurité dans le travail. Et quand il y a un turnover très élevé ou un absentéisme très élevé, ça veut dire que peut-être que c'est ce qu'on appelle des indicateurs de dysfonctionnement ou de climat social. Ça veut dire que tout simplement, bon, il y a quelque chose qui fait que les salariés ne sont pas motivés
à rester dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que ça peut relever du fait qu'ils ne se sentent pas en adéquation avec le poste, ils ne se sentent pas écoutés, etc. Et la formation est un élément qui peut venir répondre à cela. Hein? Vous avez des personnes qui vont quitter parce que l'entreprise ne leur assure pas suffisamment de formation. Ils vont aller chercher des entreprises où ils ont plus de chances d'être formés. Parce que si vous êtes formé, vous avez plus de chances d'évoluer dans l'entreprise. Vous voyez? Et donc, si les salariés ne voient pas une évolution, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller la chercher ailleurs. D'accord? Et donc, ce sont ces éléments-là que l'entreprise prend en compte et qui s'inscrivent, si vous voulez, dans cette démarche globale de GPEC telle qu'on l'a déjà vu, auparavant. Donc ça, c'est pour la partie analyse des besoins. Et après, l'entreprise doit effectuer des choix. Hein? Les choix en matière, parce qu'elle doit tenir compte de ses contraintes, hein? Notamment des contraintes budgétaires, mais aussi quels sont les bénéficiaires, quels vont être les bénéficiaires de ces formations, quels sont les objectifs de ces formations. Donc, ce sont les choix qu'elle doit effectuer. Parmi les principaux choix à effectuer, c'est le choix des objectifs. Est-ce qu'on va faire une formation générale ou une formation plus technique? Est-ce que c'est une formation qui est destinée à préparer des changements organisationnels ou technologiques? Je vais donner un exemple très simple. Par exemple, dans le secteur informatique. Dans le secteur informatique, si on ne forme pas régulièrement les salariés dans ce domaine-là, ben, la technologie évolue très vite et l'entreprise va se trouver rapidement dépassée. Donc, c'est l'analyse de son environnement qui va lui permettre de faire ses choix, hein, en fonction des changements technologiques qu'elle va déceler. Quand il y a des changements organisationnels, c'est-à-dire que l'entreprise veut mettre en place une nouvelle organisation, etc., ça peut parfois impacter les postes et donc les compétences qui sont nécessaires au niveau de ces postes-là. Donc, en fonction de cela, de cela, elle va définir ses objectifs. Quel est l'objectif de la formation? Est-ce que c'est pour améliorer le climat social, pour baisser le taux de turnover, pour baisser l'absentéisme? Est-ce que c'est pour répondre à une contrainte technologique, à une contrainte organisationnelle ou pour améliorer la productivité des salariés? Donc, il faut qu'elle précise, si vous voulez, les objectifs de la formation. Et une fois qu'elle a précisé les objectifs de la formation, il faut qu'elle définisse le budget. Parce que la formation a un coût. Et il faut que ce coût… Alors, et d'ailleurs, ça rentre dans si vous voulez, ça rentre dans les frais globaux du personnel. Et donc, il ne faudrait pas que le budget de formation impacte trop. Hein? Donc, elle doit prendre en compte ses contraintes budgétaires pour savoir quelles sont les formations qu'elle doit prioriser et celles qu'elle peut reporter. Donc, en fonction de ce budget-là, il faut qu'elle détermine quel est le budget qu'elle va consacrer à la formation et par la suite, définir le contenu de ces formations. Hein? Qu'est-ce qu'on cherche à travers ces formations-là? Quel est le contenu qui doit être arrêté, si vous voulez, pour les formations que l'on va offrir aux salariés? Et le choix des bénéficiaires. Alors, le choix des bénéficiaires est très important. Oui. Madame, pouvez-vous nous envoyer cette PDF? Parce que dans le Polycope, il y a des parties qui n'existent pas. Je vous enverrai les parties qui n'existent pas dans le Polycopie. D'accord? D'accord, merci. Merci beaucoup. Bien. Alors, je peux compléter. Alors, je vais compléter par les choix à effectuer et on arrête là pour aujourd'hui, si vous le voulez bien. Donc, le choix des bénéficiaires. Pourquoi le choix des bénéficiaires est important? Parce que si je définis quelles sont les formations qui doivent être faites, il faut que
je choisisse bien les personnes à former. Par exemple, si c'est une formation qui est destinée à des techniciens, il ne faudrait pas que dans la formation, soit faite pour un niveau, pour une population de cadres. Vous voyez? Donc, il faut que la formation concerne les personnes qui ont véritablement besoin de cette formation. D'accord? Parce que, alors, non seulement le choix des bénéficiaires, c'est-à-dire qui sont ceux qui vont avoir besoin réellement de la formation, mais aussi combien de personnes je vais former. Si j'en forme trop peu, l'impact de la formation ne va pas se faire ressentir. Ou si j'en forme trop, eh bien, c'est le budget de formation qui va être trop important. Donc, il faut qu'elle définisse aussi quel est quels sont les bénéficiaires et combien de personnes vont être concernées par quelle formation, etc. Et enfin, le dernier choix qu'elle doit faire dans l'élaboration de son plan de formation, c'est quelle est la durée de la formation. Alors, quelle est la durée de la formation pour que la formation puisse avoir un impact? Selon quel rythme va se faire cette formation? Est-ce que la formation va se faire en interne, c'est-à-dire à l'intérieur de l'entreprise ou en externe? C'est-à-dire, est-ce que la formation va se faire, comme on dit, sur le tas, c'est-à-dire au niveau du poste de travail, ou au contraire, elle va se faire de manière plus classique, c'est-à-dire sous forme de séminaire, etc. Tous ces éléments-là doivent être pris en compte pour garantir la réussite d'un plan de formation dont l'objectif devrait être d'améliorer les compétences et de développer de nouvelles compétences dont l'entreprise a besoin. D'accord? Donc, c'est le respect de ces étapes qui permet de garantir la réussite d'un plan de formation quand l'entreprise veut mettre en place un plan de formation qui répond aux besoins de l'organisation. D'accord? Donc, si vous le permettez, on peut arrêter là pour aujourd'hui et on reprendra. Alors, on est quoi? On est mardi? Je vous revois jeudi. Avant une petite semaine de vacances. Et entre-temps, je vais essayer de vous envoyer les QCM. D'accord, madame. Merci. Au revoir. Bien. Merci Merci, à vous. madame. Au revoir. Merci, madame. Au revoir.